Voilà. Alors, officiellement, bonjour et bienvenue à ce cinquième module qui va être maintenant sur la définition. On va commencer à parler de la définition de la stratégie d'internationalisation, Designing the International Strategy. Je vais faire un petit retour avant parce que, après avoir échangé avec Steven, il n'a pas eu le temps d'aborder à fond, en tout cas, le mode d'entrée à l'international. Donc, on va passer quelques minutes pour parler de ça parce que c'est hyper important. Ça fait la différence aussi dans le résultat à la fin. Et puis après, ben, on va entrer plus pleinement sur la planification de la stratégie d'internationalisation qui inclut le choix des modes d'entrée, choix des pays, la structure, etc. Mais peut-être si vous me permettez un petit retour, peut-être sur là où il avait laissé. Euh, voilà, je vais partager ça. Donc, je pense on avait abordé ça. Maintenant, je vais aller. Et puis, j'ai apporté aussi, du coup, quelques petits changements dans les slides que je vais changer sur la plateforme éventuellement. Donc, vous aurez accès après cette séance, après cette module-ci à ça, parce que ça, j'ai ajouté quelques slides, parce que quand il s'agit de déterminer, par exemple, euh, ce qu'on veut dire par le mode d'entrée, c'est-à-dire que on a choisi un pays, hein, et puis voici, on a décidé d'aller en Australie, on a décidé d'aller en Argentine ou en Espagne. Mais est-ce qu'on va faire quoi? On va exporter ou on va investir là pour fabriquer et vendre localement? On va faire un joint venture ou une co-entreprise qu'on appelle. Ben, il y a toutes sortes de facteurs derrière qu'il faut déterminer, faut savoir pour prendre une décision. Puis c'est pas toujours exportation. Ça peut être importation. Donc, c'est des aspects liés à l'approvisionnement international, que ce soit sourcing, global sourcing ou outsourcing, offshoring, etc. Donc, il y a un choix à faire. Et puis, il y a encore une fois, il y a on a parlé de collecte d'informations, quels sont les besoins d'information qui vont déterminer. Ben, encore là, il y a des grilles qui ont été développées et dans ces grilles-là, moi je dis souvent, c'est un peu comme des checklists, ça sert à déterminer les choses qu'il faut considérer et les facteurs, si on veut, desquels on doit s'inspirer ou de l'information qu'on doit aller chercher pour nous aider à prendre des décisions en traitant cette information-là à travers les grilles d'analyse ou de lecture qu'on se donne. Ça, c'en est une qui a été développée, pas particulièrement pour l'international, par contre. Ça a été développé il y a une douzaine d'années par Capron et Mitchell. Donc, Capron, c'est une enseignante-chercheur française, je pense, et Mitchell. Et c'est une approche il y a des limites dont je vais vous parler, mais je la trouve quand même intéressante parce que ça amène. Et selon, comme vous voyez ici, ça s'appelle le Build, Borrow, Buy, l'approche Build, Borrow, Buy. Donc, il y a comme quatre façons de faire et c'est une grille pour permettre à l'entreprise de croître, au fond. Ce n'était pas nécessairement orienté vers l'international, mais c'est comment l'entreprise peut-elle croître. Et quand on dit build, c'est ce qu'on appelle la croissance organique ou la croissance interne. Donc, c'est avec les moyens du bord, si on veut, qu'on peut croître. Quand on dit borrow, c'est que c'est la collaboration ici. C'est vraiment une collaboration. Ça peut être contractuel, qui est ici à gauche, ou euh, participation d'équité avec un partenaire ici. Ou buy, c'est acquisition où on a le contrôle. Donc, ce n'est pas juste investissement parce qu'on a de l'investissement dans la collaboration, mais ici, c'est de l'investissement où on va avoir la majorité de l'équité, de l'equity, et puis on va pouvoir prendre des décisions. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Build, Borrow, Buy. Donc, le build, encore une fois, c'est de la croissance interne, donc c'est des actions de croissance interne, de pénétration de marché, etc., dont on va parler rapidement. Et puis, du moment qu'on s'en va à droite ici, on est dans la croissance externe. Parce que même si c'est une alliance, si on croit par le biais d'alliances stratégiques ou de joint venture, partage équité
de capital, c'est de la croissance externe. Maintenant, selon ces auteurs-là, selon Capron et Mitchell, euh, eux préconisent que, selon leur approche, que l'approche d'acquisition ici, buy, ou le takeover, si on veut, de notre entreprise, ça doit être le dernier recours. Donc, ça doit être le last resort, comme ils disent, et puis ça doit être considéré en dernier lieu, et c'est pour ça qu'ils ont développé un chemin, comme vous voyez ici, un espèce de parcours avec des décisions. Donc, le triangle ici, ça veut dire une décision à prendre. Et puis, comme je dis, c'est intéressant, mais c'est sûr qu'il y a des facteurs qui sont pas pris en compte. On ne peut pas prendre en compte tout non plus dans la réalité, mais encore là, moi, quand je développe une stratégie pour une entreprise, j'essaie de regarder sous différents prismes, j'essaie de comprendre la situation, puis ça m'aide à formuler une meilleure stratégie. Donc ça en est une grille de laquelle je m'inspire. Donc, build, internal development, c'est la croissance interne, puis les questions qu'on se pose ici, à ce stade-ci, c'est How relevant are internal resources? Parce que l'entreprise a besoin de ressources pour croître. Donc, gardons à l'esprit que ici, c'était l'objectif de cette grille-là, c'était pour aider la prise de décision dans son mode de croissance. Et puis, ça prend des ressources pour croître. Est-ce qu'on a des ressources qui sont pertinentes à notre disposition? Si oui, si c'est élevé, si on veut, alors, on va pour la croissance interne. Donc, c'est avec nos moyens qu'on va investir ou ça peut être notre capacité d'accéder à du capital, soit de se faire injecter du capital ou emprunter pour nous-mêmes embaucher, investir, etc., croissance interne. Donc, on va faire ici plus des greenfield que des acquisitions. Sinon, à ce moment-là, il faut collaborer. Il faut, en fait, aller considérer à droite. Selon eux, on ne peut pas aller immédiatement dans le takeover, dans l'acquisition, mais on peut considérer, prochaine étape, il faut se poser la question, How tradable are the target resources? C'est-à-dire, est-ce que c'est facile de transiger pour obtenir sous contrat ou licence les ressources dont on a besoin, puis se garder un peu d'autonomie. Si c'est élevé, ben, allons-y avec des contrats ou des accords de licence, ou ça peut être franchise dans les services, par exemple. Sinon, ben, il faut se rapprocher du partenaire. Si on a une relation très proche du partenaire, et à ce moment-là, on peut aller jusqu'à l'équité, mais sinon, ce qui arrive souvent, ben, à ce moment-là, on peut envisager un rapprochement sans nécessairement avoir, si on veut, une participation au contrôle, mais une espèce de Equity Alliance ou Joint Venture, qui en français, c'est co-entreprise, c'est-à-dire qu'on crée une nouvelle structure avec les investissements de chaque partenaire, ça peut être deux ou plus. Donc ici, on ne parle pas nécessairement d'international, mais c'est une co-entreprise. Donc c'est de la collaboration, toujours, mais où il y a de l'investissement ici. Sinon, si on est proche du partenaire, c'est possible d'intégrer et d'acquérir. Ici, c'est la question qui se pose ici, c'est How well can you integrate the target firm? Intégrer, ça veut dire que, OK, on achète, mais est-ce que ça va être facile d'amener tout le monde, comme on dit en anglais, on the same page, dans le même bateau, qui ait un buy-in, si on veut, des employés, surtout si c'est eux qu'on achète? Si oui, ben, à ce moment-là, on fait l'acquisition. Sinon, selon les auteurs, il faut revérifier, revisiter, si on veut, se reposer les questions, retourner pour comment dire, préciser un peu les informations pour pouvoir prendre une décision. Alors, c'est une approche c'est une espèce de séquence décisionnelle, un processus de décision où on va du plus je dirais pas nécessairement le plus safe ou le plus secure, parce que si on fait un investissement direct, Greenfield ou ex nihilo, c'est pas nécessairement ce qui est le plus sûr. Une collaboration, c'est aussi plus sûr. Non, c'est tout simplement en fonction de ce minimum de paramètres-là qu'on va sortir d'une approche interne et puis qu'on va aller vers la croissance externe en collaborant de façon contractuelle d'abord. Sinon, si ce n'est pas possible, il faut se rapprocher davantage
allons-y avec une approche avec équité ou co-entreprise ou, comment dire, investissement croisé des deux entreprises. Et si c'est pas si c'est très élevé, ben, à ce moment-là, on peut aller vers l'investissement rachat, acquisition de l'entreprise pour prendre le contrôle. Et puis voilà. Maintenant, je peux vous demander, justement, je vais demander qu'est-ce que vous en pensez. Falk, je ne sais pas si tu as un commentaire ou une question à ajouter à ça. C'est peut-être dans les deux sens. Donc, OK, je pense the workflow, il est très intéressant et en même temps, je pense que ça suit quand même une logique assez normale. Mais ma question, elle est dans un autre sens. C'est en fait est-ce qu'il existe une sorte de statistique pour des sociétés des États-Unis et pour le Canada, on va dire l'Amérique du Nord, plutôt les États-Unis et le Canada, dès qu'ils veulent rentrer sur le marché européen, j'ai l'impression euh, tout le workflow il existe, mais c'est uniquement par acquisition. Enfin, est-ce Mhm. qu'il y a une statistique ou peut-être que moi je me trompe? Moi j'ai une impression c'est dès que les sociétés des États-Unis et du Canada, dès qu'elles veulent rentrer sur le marché européen, c'est uniquement par acquisition. Enfin, moi je connais pas beaucoup d'autres exemples. Oui, Après, peut-être il y a des oui. statistiques ou peut-être pas. Alors, c'est une bonne remarque parce que ça m'amène justement à commencer à parler des limites, si on veut, de l'outil, parce que ça a été fait beaucoup sur la base comment dire, ça a été fait beaucoup sur la base d'un marché local. Et puis, je ne suis pas sûr si, j'ai pas accès nécessairement aux statistiques, mais c'est effectivement intéressant parce que souvent, quand une entreprise, surtout on parle de PME ou de ETI, entreprise de taille intermédiaire, donc c'est quand même une assez grande entreprise, malgré ça, quand on arrive sur un nouveau territoire, on connaît plus ou moins le territoire. Et puis de dire qu'on va aller nous s'installer puis faire un ex nihilo, partir de zéro, faut être vraiment fort. Et puis ça ne s'applique pas nécessairement très bien. Alors, pour l'international, pour le marché local, national, ça va, c'est applicable, c'est intéressant, mais du moment qu'on traverse les frontières, ça devient difficile d'appliquer cette approche-là. Ça, c'est une bonne raison, une limite. Donc, il reste qu'il y a un point d'interrogation. C'est nouveau comme approche aussi. Mais je vois déjà certaines limites à ce niveau-là. Une autre limite, c'est que comment dire, ça ne tient pas compte nécessairement des entreprises qui ont, si tu fais un Chrome, bon, c'est d'évaluer l'entreprise, où sont ses capacités, ses habiletés. Puis il y a certaines entreprises qui ont développé des capacités très fortes dans l'acquisition. Alors, il faut en tenir compte de cette réalité-là. Je pense au Québec, il y a une entreprise qui s'appelle Couche-Tard et qui est son mode de croissance, c'est des acquisitions. Alors, pourquoi il irait faire pourquoi est-ce qu'on suivrait exactement le processus quand elle est très, très forte, elle a développé, elle écrit le livre, they wrote the book sur les acquisitions. Alors, il y a ces réalités-là. Donc, il y a d'autres facteurs qu'il faudrait tenir compte nécessairement, et particulièrement si on traverse les frontières parce que on comprend que ça n'a pas été fait pour ça au départ. Mais bon, je voulais quand même vous le montrer. Selon eux, il y a trois approches qu'on appelle Build, Borrow and Buy, qui est intéressant, qui est une approche qui est Non, intéressante quand. ben, c'est ça, en fait, d'une manière générale, je ne mets pas du tout en question cette démarche. Ouais, C'est, si je prends juste peut-être pour nommer deux entreprises, si je prends General Electric, si je ouais, prends Bombardier, ouais, il me semble-t-il, leur seule stratégie, c'est l'acquisition. Et après, exactement, ils essayent exact. pendant, on va dire, une petite période, si c'est 2 ans, 3 ans, soit ça marche, soit ça passe, soit ça casse. Ouais, Et après, ouais, ouais. j'ai pas l'impression qu'ils sont dans une sorte d'alliance, joint venture, Non, contact, c'est ou ça, encore de c'est ça. développer eux-mêmes sur le marché européen. Après, ça reste un Exactement. peu particulier, mais voilà, moi j'ai plutôt l'impression
C'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup plus une stratégie d'une manière générale de l'acquisition on va dire des États-Unis et du Canada vers l'Europe. Ouais, 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 Mais ouais. après, je ne sais pas s'il existe aussi les statistiques là-dedans. Peut-être, Ce probablement, je serait, me trompe. Ce serait bien aussi. ce serait intéressant, effectivement, de voir ce qu'il y en est. Et puis, peut-être les dernières, comment dire, derniers papiers qui ont peut-être été publiés là, sur l'application de ça dans des cas d'internationalisation. Ça pourrait être un sujet justement de recherche ou de papier, parce qu'effectivement, quand tu vois, il y a des entreprises que leur mode de croissance, c'est par l'acquisition. Parce que quand on fait une acquisition, et c'est ça qui est pertinent pour l'international, si on va dans un nouveau marché, c'est plus long. Si on fait un ex nihilo, c'est-à-dire un greenfield, où on achète le terrain, on bâtit l'entreprise, on embauche, ça peut prendre beaucoup de temps, puis on ne connaît pas aussi bien le marché que si on fait une acquisition, on est up and running le lendemain. Et si on fait une bonne acquisition, dans la mesure où il y a des cibles qui sont disponibles à l'achat, mais il faut tenir compte aussi de ces réalités-là, puis aussi de la nature de l'activité de l'entreprise, de son secteur. Il y a des secteurs qui c'est plus propice à agir de telle façon versus telle autre façon. Il y a dans ce type d'entreprise, c'est plus propice à faire de l'intégration verticale que diversification. Donc, voilà. C'était une grille, voilà, parmi tant d'autres. Donc, c'est une bonne remarque, Falk. Ça reste encore aujourd'hui, je pense, un point d'interrogation. Sinon, il y a aussi une autre qui a été développée par Harold Keifer. Je ne prendrai pas trop de temps là-dessus parce que ça n'a pas été très, très, par la suite, repris trop, mais ils se sont un peu comme inspirés des Harold Keifer, des modèles bon, on peut voir là, de McKinsey et puis de BCG, mais l'appliquant à l'international. Mais bon, ça n'a pas très réussi parce que, il y avait des failles je dis pas les failles dans le BCG ou le McKinsey ou les autres Little, mais c'est que elles n'ont pas été conçues, ces grilles-là, pour l'international au départ. Et puis les auteurs l'ont dit aussi, là, ils ont dit, essayez pas de l'appliquer à d'autres sauces, mais ça a été appliqué à tellement de sauces, le BCG, qu'on a essayé de faire de l'international en prenant une décision en partie du BCG, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est un peu ça ici. Donc, dans leur cas, à eux, ils proposent différentes actions. Malheureusement, ça ne va pas plus loin que ça. Donc, en fonction des forces concurrentielle de l'entreprise et puis l'attrait du marché. Comme vous voyez, ça ressemble beaucoup aux approches de McKinsey. Et donc, à partir de ça, dépendamment où on se trouve, où l'activité de l'entreprise se trouve, ben, on va faire soit un désinvestissement, on va dominate, selectivity strategies, ici ça veut dire, il faut attendre, et puis ici on investit. Donc, malheureusement, ça ne va pas plus loin que ça, mais il donne quand même les facteurs à considérer pour la country attractiveness, size of the market, market trends, seasonability. Bon, ça vous rappelle quelque chose peut-être du triax. Et puis, competitive strengths, et c'est market share, market abilities, product fit, etc., etc. Donc, je voulais quand même vous le mentionner, quoi qu'on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Une autre qui n'a pas été abordée, je pense qu'il est important d'aborder, c'est ici le modèle Mercadex Desjardins. Ce n'est pas écrit spécifiquement. Oui, c'est écrit en bas. Donc, modèle Mercadex Desjardins, en fait, ça a été développé. En fait, ça a été le premier outil de la série ou de la suite qui a été développé spécifiquement pour un problème du terrain où l'entreprise, je ne me souviens pas si je l'avais mentionné, donc c'est l'entreprise canadienne qui fait partie maintenant du groupe Cascade, qui est dans le secteur du carton papier, avait été approchée par une entreprise de Colombie, en fait une entreprise mondiale, mais basée en Colombie. L'entreprise est Colgate, donc il fabrique du dentifrice et voulait avoir, ça provenait en boîte de carton pour les boîtes qui sont au niveau du détail. Et donc, avait eu finalement des rapports avec des relations avec Somerville Packaging, qui était la firme, et ils ont obtenu un contrat donc, pour fabriquer. Donc, l'entreprise est basée à Montréal
et c'était pour exporter en Colombie. Alors, la question qui sont arrivés, ils nous ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique à Montréal et on exporte en Colombie, ou est-ce qu'on s'installe là-bas parce que c'est un contrat de 5 ans, et on s'installe en Colombie, on fabrique à partir de là, puis on les sert, ou autre chose. Ça pourrait être, on s'installe au Mexique, Maquiladoras, ou ils ont un accord, le Mexique, avec la Colombie, qui fait partie, sont trois dans l'accord. On fait quoi? Donc, il n'y avait pas vraiment de grille de lecture pour nous aider aussi, une petite grosse entreprise, petite grande entreprise, à prendre ce genre de décision-là. Les grilles qui existaient, on était à 10 000 mètres d'altitude, là, c'était pas applicable trop, les trucs de gestion de portefeuille. Alors, ben, on a travaillé pour ça a été le début. On n'a pas développé la grille avec cette mission-là, ce mandat-là, mais ça a été un déclencheur pour nous aider. On a investi dans un projet avec Desjardins. C'est pour ça que ça s'appelle Mercadex Desjardins, parce que Desjardins a investi dans la R&D. Donc, Desjardins, pour ceux qui ne le savent pas, Bernard le sait, mais c'est une institution financière assez importante au Canada dans le domaine coopératif d'épargne et de crédit. Et donc, on était partenaire de Mercadex. Donc, ils ont investi, ils ont permis d'élargir l'échantillon. Et puis, pour faire une longue histoire courte, ça nous a permis quelques années plus tard de développer un modèle qui est utilisé, qu'on utilise comme grille. On ne veut pas prétendre que ça règle tous les problèmes, mais on le propose, nous, comme une espèce de checklist en 2 dimensions, où une première dimension porte sur ce qu'on appelle le degree of integration. C'est le degré d'intégration, c'est-à-dire dans quelle mesure l'entreprise aurait intérêt à être proche du marché visé. Dans quelle mesure est-ce que, en termes de proximité, et il y a plusieurs facteurs qui nous poussent, qui sont soit de l'entreprise, ou soit du marché, ou de l'industrie, ou des mesures donc de l'environnement qui nous inciteraient à être plus proches ou d'être plus loin. Alors, donc ça, il y a 3 niveaux de délégation, un niveau de coopération, donc on est un peu plus proche du marché, ou de contrôle, où on est carrément dans le marché. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un peu plus tard. L'autre axe ou l'autre angle, si on veut, on peut voir ça comme une matrice aussi. L'autre angle, c'est the introduction mode, où c'est l'approche. Comment on approche ce marché-là? Est-ce qu'on approche de façon transactionnelle ou c'est un produit essentiellement, donc c'est de l'exportation ou de l'importation? Contractuel, ou ben, c'est plus sous la forme d'un contrat, licence, accord OEM, etc. Ou de façon structurelle, où là, c'est la structure du bilan qui change, c'est-à-dire qu'on investit et on prend une partie de propriété. Et si on combine, on superpose, si on veut, ces deux axes-là, on obtient une matrice avec 9 stratégies génériques, si on veut, ou par exemple, transactionnelle délégation, ça voudrait dire que l'entreprise, disons que c'est un fabricant de produits, de sauce tomate, par exemple, ben, il vend son produit localement. C'est qu'on appellerait un trading house qui achète son produit, qui met son étiquette et qui le vend dans un pays où il y a déjà les contacts. Donc, l'entreprise comme telle, le manufacturier, n'a pas, comment dire, c'est l'approche la plus facile, c'est l'approche complètement déléguée, mais il sait que son produit va se retrouver à l'international, mais ce n'est pas lui qui prend la charge de tout ça. Ou ça peut être, il fabrique des composantes qui rentrent dans un produit qui va être exporté, on peut dire à la limite, ça peut être quelque chose comme ça. Si c'est transactionnel toujours, on parle d'un produit qui fabrique, mais qui vend à l'international, il peut aller jusqu'à trouver sur le marché des distributeurs ou des partenaires commerciaux dans le canal, par exemple. Ça peut être un agent ou des grossistes avec qui il a des affaires. Donc, mais il ne va pas lui-même vendre directement sur le marché. C'est une approche de transactionnelle coopération. Transactionnel control, là, c'est que, encore une fois, il y a probablement des facteurs qui font en sorte qu'il doit être plus proche, que le canal doit être plus court. Oui? Est-ce qu'il y a une question ou une remarque?
Oui. Oui, Quelle est la différence entre transactionnel et contractuel? Vraiment, parce qu'une transaction, c'est contractuel, puis une oui. structure, c'est contractuel. Tout est contractuel. J'y arrive, j'y arrive. Alors, OK. donc, direct sales, ça ici, c'est que, ben, c'est sûr qu'il y a toujours un contrat dans une transaction, mais ici, essentiellement, l'entreprise a le contrôle jusqu'au bout, jusque dans le pays. Il va ouvrir un bureau de vente là-bas dans le pays et il prend tout sur lui-même. Voilà. Tandis que les approches plus contractuelles, c'est où essentiellement, il n'y a pas d'échange de biens, on ne fabrique pas le bien, on va céder plutôt un savoir-faire à travers une licence. Savoir-faire, ça peut être des process, ça peut être des produits, ça peut être des marques qui ont de la valeur, qui ont de la valeur. Et en mode de délégation, on parle plus des accords de licence sur ces différents éléments-là. Alors qu'en mode de coopération, on est plus intégré et c'est là qu'on voit les franchises où un franchiseur est beaucoup plus présent dans l'activité de son franchisé qu'un licencieur avec son licencié. Ou ça peut être ici toujours des licences, mais un cross-licensing, c'est-à-dire qu'il y a des licences croisées. On est en mode de plus de coopération aussi. Et ici, c'est tout simplement contractuel, c'est que essentiellement, le contrat a beaucoup plus d'importance. Et quand on a un contrat, on parle d'un contrat qui il y a une durée. Alors qu'ici, transactionnel, on peut faire une vente et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment de continuité. Consortium aussi, c'est souvent pour des projets, ça va avoir une durée peut-être limitée, quelques grands joueurs qui se mettent ensemble pour réaliser un projet. Et contrôle, on est carrément sur le terrain. On est parfois même fait. J'ai une entreprise qui est dans le domaine des intrants, dans le domaine du plastique. Et puis, il travaille avec un OEM, donc une entreprise qui utilise ça. Puis, il est obligé de travailler dans ses locaux pour développer un nouveau type de composante. Et donc, c'est là qu'on appelle, on appelle ça un OEM ou Manufacturing Agreement ou BOT, qui est Build, Operate and Transfer. Donc, on va fabriquer l'infrastructure, on va l'opérer pendant 25 ans, puis après 25 ans, on va le transférer au gouvernement, par exemple. Donc, c'est un contrat, mais c'est du long terme. Puis on a le plein contrôle parce que c'est nous qui l'opérons, puis on se paye par par exemple, si on a une infrastructure, disons c'est un pont ou une autoroute, ben, on va payer les usagers, on va charger, pardon, les usagers, puis on va se payer à travers tout ça. Mais on est dans le domaine du contrat. Alors que structurel, délégation, c'est ben, participation minoritaire, par exemple, dans une entreprise étrangère. On veut, à ce stade-ci, on ne veut pas trop s'impliquer, mais prendre connaissance du marché. On a des informations et puis on a peut-être un plan à plus long terme d'accroître cela. Coopération, c'est là qu'on voit les approches de soit participation croisée en termes d'équité ou de co-entreprise, comme on dit joint venture ou JV, euh, où on crée une nouvelle structure, on a un apport en capital de différentes façons. Et puis, voilà. Mais là, on est dans un mode de collaboration avec de l'équité. Alors que finalement, contrôle, c'est investissement ici. Ça peut être une acquisition, ça peut être un brownfield ou un greenfield. Donc, greenfield, c'est ex nihilo, on part de zéro. Et puis, c'est là que on va investir, bon, les clients qui cherchent où est-ce qu'on doit localiser si on veut, l'entreprise, où on va fabriquer quelque chose. Il faut regarder bon, la proximité avec les fournisseurs. Il faut regarder ce qu'on appelle le power grid, donc l'accès à l'électricité, à l'eau, etc. Qu'est-ce qu'on peut acheter comme terrain? Bon, est-ce qu'on peut... Là, il faut construire, il faut acheter les machines, il faut embaucher. C'est le truc qui est très, très long. Alors que brownfield, c'est souvent on va acheter des infrastructures déjà en place, mais donc l'activité, c'est dans l'usine est inopérante, mais on peut utiliser, on n'a pas à partir de zéro. Parfois, il y a peut-être même des employés qui peuvent être où les skills sont transférables à notre domaine d'activité, donc on est plus proche. Et acquisition, ben là, c'est effectivement, il faut qu'il y ait une entreprise qui soit disponible, qui soit compatible avec ce qu'on veut faire et puis qu'on peut faciliter l'intégration, qu'on peut avoir une intégration possible de ce côté-là. Donc,
Évidemment, derrière ça, il y a des questions qu'on doit se poser pour savoir jusqu'où on doit aller et quelle approche retenir. Et donc, c'est pour ça, avec ça, ben, il y a eu une série de variables qui sont ressorties dans l'étude. Et puis ça, c'est juste un petit échantillon pour donner une idée un peu de genre suite à la recherche, qu'est-ce qu'on peut découvrir. Par exemple, et il y a des questions qui viennent de l'entreprise. Donc, si on a fait un bon Chrome, on va avoir déjà des informations ici. Il y a des informations, ça vient du marché ou de l'environnement. Donc, des variables d'intégration, à savoir si est-ce qu'on connaît bien le marché, est-ce qu'on connaît bien les habitudes, la langue, la culture, aussi si on a besoin d'un contrôle sur le produit tout au long si on veut, de la livraison, ben, on va être plus proche, on va aller jusqu'au bout. Alors que si un produit complexe, par exemple, ou qui a beaucoup de propriétés intellectuelles qu'on doit protéger, on veut peut-être rester plus proche jusqu'au bout. Donc, toutes sortes de variables qu'on doit considérer comme ça. Par rapport au marché, c'est aussi toujours en termes d'intégration, à savoir de proximité. Peut-être que c'est l'importance du service après-vente directement du fabricant. S'il est important, peut-être qu'il faut être plus proche. C'est peut-être la perception des intermédiaires. On ne veut pas qu'il y ait trop d'intermédiaires dans le canal. À ce moment-là, on veut qu'il soit plus proche, le fournisseur. Ou ça peut être ici, je peux ajouter ici la perception des entreprises étrangères. On ne veut pas d'entreprises étrangères, donc il faut être plus éloigné. Ouais, donc, il y a toutes sortes de variables qu'il faut considérer en termes d'intégration. En termes ici, c'est écrit pénétration, mais c'est plus au niveau de l'approche ou de l'introduction, à savoir si c'est transactionnel, contractuel ou structurel. Alors, ben, ici, ça dépend beaucoup des barrières, hein, barrières tarifaires. Si vous avez un produit que vous ne pouvez pas exporter, vous ne serez pas compétitif parce que si vous l'exportez, les barrières sont trop élevées, les droits de douane sont trop élevés, vous n'avez pas les ressources pour investir non plus, ben, peut-être que par un accord de licence, vous pourriez arriver à faire des affaires dans ce pays-là. Donc, ça aide à prendre ce genre de décision-là, dépendamment. Ici, c'est les barrières tarifaires. Ici, c'est peut-être le type de produit ou de service qui fait qu'on ne peut pas aller en transactionnel. Là, on parle d'un service, c'est de la valeur, c'est de la propriété intellectuelle essentiellement. Donc, faut avoir une autre approche que ça. Transportation and Assurance Costs aussi, un peu comme des barrières tarifaires. S'il y a des marques qu'on doit déposer. Ability to adapt a product to meet demand. Donc, tout ça, c'est des exemples. Puis je ne les passerai pas nécessairement toutes là, mais encore là, comme je dis, c'est une courte liste des différentes variables et on peut en ajouter à ça parce que c'est toujours propre à la réalité du secteur d'activité de l'entreprise. Est-ce que ça vous semble assez clair? Vous avez des questions probablement. Oui, Franck. Oui, je suis désolé, j'ai des questions. Mhm. Par rapport au slide, juste avant, slide 29 que tu avais montré. La slide ici, ouais. Oui. Donc ça, c'est en fait, c'est la source, c'est avoir de l'expansion, c'est pas de toi, c'est ça? Pardon, je n'ai pas compris. La source, c'est avoir de Ah oui, l'expansion. oui, on avait publié ça s'appelait Harvard l'Expansion, ça s'appelle aujourd'hui l'Expansion Management Review. C'est une publication, ça appartient au groupe L'Expansion. D'accord. Et donc, on avait publié une première fois là-dedans, mais ensuite, ça a été repris, puis c'est utilisé aussi je sais qu'il y a eu un cas qui a été fait Soparno a utilisé le modèle pour analyser un cas d'une entreprise, je pense que c'est une entreprise française, que j'avais vu en tout cas dans la littérature. Mais bon, c'est dans le domaine de la littérature en ce moment, là, donc, mais nous, on l'utilise à même d'autres aussi grilles, mais ça nous permet de Mais on positionner va un dire, peu. en fait, ce que je veux dire, c'est aussi, en fait, la matrice en soi, je trouve, elle est très intéressante. Hmm. Néanmoins, c'est là où je rejoins tout à fait Bernard. Ce qui est un peu gênant, c'est contractuel, parce que en fait, tout ce qu'on a dans la matrice, très probablement, il y a un contrat. Oui. C'est
Ce qui est un peu gênant parce que même si on a un contrat avec des grossistes, avec les wholesalers, on fait pas ça parce qu'on fait une transaction. En fait, dès qu'on fait une transaction, je pense que c'est contractuel quand même. Oui, oui, oui. En fait, pour préciser un peu plus le qualificatif derrière ça, c'est quand on dit contractuel ici, derrière, parce que vous n'avez pas le papier devant vous, là, c'est le contrat dans la durée. Alors que transactionnel, il n'y a pas vraiment d'engagement à continuer la relation d'affaires avec les partenaires. En fait, c'est du plus court terme, si on La veut, distribution, oui. mais la réalité, Ouais, moi, ce que je c'est qu'on est toujours entre deux, entre deux ou Ben, trois. enfin, après, c'est Bernard qui est le spécialiste là-dedans, mais je pense Oui, voilà, même si c'est à très court terme, il y a un contrat. oui, oui, tout à fait. ouais, mais c'est Et ça. ouais. Vas-y, Bernard. Je peux me permettre, Jean-Paul, dans le fond, moi, ce que je comprends, c'est que ce que tu dis contractuel, c'est que c'est immatériel. Alors, la matière, elle est définie dans le contrat. Comme par exemple, Oui, je te donne une licence exclusive, non exclusive. Tous les paramètres sont dans les mots. Tandis oui, que l'autre avant sont aussi dans les mots, mais vu qu'il y a quelque chose qui bouge, qui est tangible. Oui, c'est dans les mots oui, que les risques sont moins dans les mots que dans oui. Ici, c'est les un peu comme critères. à gauche, c'est comme des choses qu'on peut déplacer, comme tu dis, parce que ça touche à tout ce qui est euh, lié à la logistique, si on veut. Parce que logistique, c'est juste Ouais. des trucs Un qu'on livre. contrat de distribution, ça peut être à long terme aussi. Donc, c'est pour ça que l'idée de long terme ou court terme, Oui. c'est plus ou moins. Alors, à ce moment-là, effectivement, on pourrait basculer du côté du contractuel. Si c'est un contrat de Et c'est distribution à le long mot terme, du moment que c'est contractuel du qui n'est long pas terme. bon. Oui, parce qu'ici, ça inclut aussi les contrats. Euh, mais ici, en fait, ici, on n'a pas inventé, ici, on s'est inspiré de, si on veut, ça existait déjà, ça existe déjà dans la littérature. Il y a du transactionnel, du contractuel, et puis de l'équité. On ne parle pas de structure, on parle d'équité ou d'investissement. Alors, ça, il y a déjà des définitions de ces concepts-là dans la littérature pour définir ça. Nous, ce qu'on a ajouté, c'est qu'on a superposé le niveau d'intégration avec les trois approches d'affaires, si on veut, pour générer des modes d'entrée génériques. Mais on est très conscient que même ici, on va signer des contrats pour une lettre de crédit, c'est un contrat. Et puis, il y a toujours des contrats quelque part. Ici, dans le structurel, il y a des contrats aussi. Contrat de Euh, vente. même dans le structurel, il y a des contrats de licence. Mais ce qui est prédominant, si on veut, c'est l'équité ici. Ici, ce qui est prédominant, si on veut, c'est tous les aspects juridiques ou contractuels. Alors ici, c'est plus des aspects de transactions qui peuvent prendre fin plus rapidement que plus tard. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres marques. Ça va? Donc, alors, avec ça, et bon, avec cette grille, avec d'autres grilles, on a, pour reprendre une entreprise française qui entrait dans le domaine, c'est pas la même que tout à l'heure, mais c'est toujours dans le domaine du papier, en fait, du carton dans ce cas-ci, des produits de carton qui, euh, qui entrait sur le marché américain et qui voulait savoir de quelle façon entrer. Et donc, là, on est retourné, comme vous avez vu, au triaxe. Alors, le triaxe, vous avez vu ça avec Steven, c'est deux axes, au fond. Et vous allez pouvoir mobiliser aussi, on va avoir un petit exercice là-dessus. Il y a, euh, il y a deux axes, celui du potentiel et le ticket d'entrée. Donc, c'est bien d'avoir un pays ou un marché avec un grand potentiel, une grande demande, mais souvent, ce qui était oublié, c'est qu'il y a aussi un ticket d'entrée, parfois qui peut être assez conséquent, assez élevé. Et c'est pas juste la taille du marché, mais c'est aussi la difficulté d'accéder à ce marché-là.
ou même de rester dans ce marché-là qui est important à tenir compte pour faire une bonne priorisation. Et donc, et c'est pour ça que ça a été développé ça en 2004-2005. Et puis, donc ça, c'est une grille, on a publié dans la même revue, puis ça a été repris dans d'autres revues aussi. Euh, et là, on a fait pour cette entreprise-là, avec laquelle on a pu effectivement l'appliquer comme à d'autres. Euh, donc, ici, il y a le produit numéro 1 puis le produit numéro 2. C'est deux types de produits différents. Puis, on a utilisé la grille, donc Mercalex Desjardins, pour essayer de voir quelles sont les différentes approches potentielles dans un marché. Parce que la grille Desjardins, Mercalex Desjardins ne nous dira pas spécifiquement c'est cette approche-là qu'il faut prendre. Ça va plutôt nous dire, voici, il y a 2 ou 3 approches potentielles qui peuvent être envisagées pour ça. Mais il faut prioriser ça. Alors, ce que ça veut dire, c'est au fond, c'est quand on fait une priorisation de marché, ce qu'il faut réellement prioriser, c'est le produit marché mode d'entrée. Parce que pour un même produit et un même marché, on peut entrer en mode d'exportation versus en mode d'investissement, mais c'est différent. Les résultats vont être différents probablement, puis c'est ça qu'il faut vraiment évaluer en termes de potentiel, puis en termes de difficulté, de mode entry ticket. Et on l'a fait pour cette entreprise-là, donc avec un produit numéro 1, un produit numéro 2, c'est des cornières qui servent à faire des coins des boîtes, 2 types de produits. Et donc, on a pensé au mode de licence, qui est L, exportation X, joint venture, ou Greenfield, qui est un investissement direct, bâtir de zéro. Et ça, c'est le résultat finalement, quand on a priorisé le triptyque maintenant, pas juste le produit marché, mais le triptyque produit marché mode d'entrée. Et puis le produit numéro 1, c'était par le mode de licence, que c'était le plus facile, comme vous pouvez voir, parce qu'il est à gauche. Plus on est à droite, plus c'est difficile d'entrer ou de rester dans le marché. Et le potentiel est ici, dans le podium, donc c'était très intéressant. Le produit numéro 2, c'est juste un peu plus difficile, mais encore dans le podium, puis c'est quand même bon potentiel, mais facile d'entrer. Donc, ces deux-là étaient très intéressants, sont dans le podium. Alors que le produit numéro 2 pour joint venture avec cette approche-là qu'on a pensé, ben, le potentiel était beaucoup plus élevé. On était avec l'entreprise avec laquelle qui était envisagée pour la licence et puis le joint venture, c'était la même. C'est une entreprise basée en Arizona. Et puis le marché est en Californie. Mais bon, ils sont dans le domaine compatible et puis avec ce partenaire-là, ils pourraient faire un joint venture ou une licence. Donc, joint venture pour le produit numéro 2. Et puis, voilà. Sinon, ils pensaient faire pour le produit numéro 1 aussi un Greenfield. Donc, ils s'installent directement en Californie plutôt. Mais là, ça a été un plus gros stretch, si on veut. C'est plus difficile d'y accéder, même si le potentiel à long terme peut être un peu plus élevé. Alors, finalement, bon, c'est ce qui a été retenu ici. Et puis, on a pu, dans le temps, voir comment répéter la lecture peut-être dans un an, voir comment les choses se déplacent. Parce que peut-être qu'une chose qu'il faut retenir de cette approche, cette grille triaxe, c'est qu'un marché, par définition, c'est dynamique. Ça bouge, l'offre et la demande constamment, dépendamment des secteurs et des secteurs qui bougent très rapidement. Donc, c'est toujours utile de faire et refaire la lecture 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, parce que les différentes options se déplacent. Et c'est pour ça que, par exemple, si on veut une option qui est ici, et qu'on refait une lecture l'année suivante, puis elle est rendue ici, ça veut dire qu'elle se déplace dans cette direction-là. Donc, c'est intéressant de la garder et puis d'éventer. Ça devient plus facile, après quelques lectures, de faire des prévisions. Par expérience, là, ça nous aide à savoir, bon, comme on sait, quand on est au début du cycle de vie, souvent on n'est pas très connu, on est en bas ici, pas, c'est facile parce qu'on a le monopole, on entre dans le marché, on est les seuls, mais personne ne nous connaît, il n'y a pas beaucoup de potentiel, mais au fur et à mesure qu'on augmente, ben, il y a des joueurs qui rentrent, ça devient un peu plus difficile, et puis on atteint un sommet, puis ensuite ça se remet à décliner.
Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir dans le temps. Et maintenant, on a l'outil en ligne là, qu'on peut utiliser pour faire cette lecture-là sur une base régulière. Donc, juste répéter ici rapidement, euh, Podium, c'est prioritaire comme zone. Si on a une lecture où il y a des options qui tombent là-dedans, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ben, on devrait avoir une approche qui est proactive dans notre stratégie, c'est-à-dire investir un peu plus, puis d'investir dans certains types d'actions, si on veut, en termes de développement des affaires. Par exemple, si c'est proactif, si on doit être proactif parce que c'est prioritaire, peut-être que dans ce marché-là, on va aller exposer avec un kiosque, on va investir dans un stand et puis on va la totale. Alors que si on est dans une zone ici, le jaune, qui est importante, mais où on devrait être plus actif plutôt que proactif. Actif, ça veut dire qu'on va peut-être aller au salon, mais on n'aura pas de stand, mais on va, comme on dit, walk the show. Et puis, on va rencontrer les gens, on va faire des contacts, mais on va investir un peu dans le déplacement pour ça. Alors que si on est ici ou là, dans ce qui est orange, c'est des zones qui sont intéressantes, mais c'est pas important comme les zones jaunes et puis c'est pas prioritaire comme la zone du podium qui est verte. Donc, ici, c'est des zones où il faut faire plus attention, il faut faire plus gaffe, si on veut, parce qu'on est plus proche de la potence. Le gallows, ça veut dire potence. On est plus proche de la potence que du podium. Et la potence, ben, c'est une zone qui est suicidaire et puis ça draine les ressources de l'entreprise. Mais la réalité, dans le temps, c'est que l'entreprise ne va pas là nécessairement. L'entreprise va s'y retrouver éventuellement si elle ne fait pas attention à comment évoluent ses marchés, hein, parce que c'est ça, dans le temps, là, les marchés perdent de l'intérêt, on dépasse la phase de maturité, puis on se retrouve ici. Donc, il faut faire revivre ces produits, ces marchés, et puis c'est à ça que ça sert finalement, mais pour l'international. Parce que à l'international, comme on l'a vu, dépendant du produit qu'on a, souvent on entre dans un marché puis on n'est pas exactement au même stade du cycle de vie. On est plus au niveau de la croissance, tandis que dans l'autre marché, on est à la maturité ou nous, on est à maturité puis eux sont en mode de croissance. Donc, il faut voir un peu comment on se situe par rapport à ça. Donc, on utilise beaucoup cette approche-là. Voilà. Donc, est-ce que c'est assez clair ou vous avez des questions sur ça aussi? Donc, il y a une combinaison ici c'est les options. Quand on parle d'options, c'est pas juste ici produit marché, mais en réalité, c'est produit marché mode d'entrée. On ne voulait pas parler de ça dès le départ, on voulait parler aussi de mode d'entrée avant d'arriver à cette approche-là avec le triptyque qu'on parle plutôt que du couple produit marché. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a pas de questions? Non, c'est bien, c'est clair? OK. Évidemment, derrière, hein, c'est de l'information qu'il faut aller chercher pour avoir des bonnes informations qu'on va traiter et pour arriver à prendre des décisions. Et puis, parfois, il faut utiliser plusieurs grilles pour nous valider. Alors, ce que j'aimerais vous suggérer de faire, est 26, il y a et je vais changer ici, je vais aller sur le site, si vous me permettez. Et puis, on va faire un cas. Et puis, je vais vous laisser le faire de lire au moins de votre côté. Je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve. Alors, donc, si vous allez sur la plateforme, OK, et puis vous cliquez sur Suite, MX Suite. Donc, vous cliquez sur ça ici et vous allez dans Prioritization. Donc, vous pourrez aller dans Prioritization et là, il y a Case Studies ici. Et puis, il y a Max Cylinder at the Crossroads. Donc, ça, c'est un cas que vous pouvez télécharger. Donc, je vous suggère de lire. Et puis, si vous voulez, pour la prochaine demi-heure, d'ailleurs, on va même inviter une pause là, si vous voulez, de 15 minutes à ça, si bien qu'on pourrait se reparler
ici en fait, heure de Paris, là, ce serait 16h15. Donc, dans 45 minutes à peu près. Vous donnez le temps de lire ça, le Max Cylinder at the Crossroads, pour essayer de voir comment cette approche de priorisation dans ce cas-là peut être appliquée. Et ça va être on va dire, ça va être un cas de discussion. Normalement, quand c'est en présentiel, ça se fait bien, puis il y a des présentations, mais là, bon, si le but, c'est de voir un peu les différents facteurs qu'on peut utiliser pour prendre une décision au niveau de la priorisation, déterminer le niveau de priorité, et puis après, ben, il y a une stratégie qu'on peut développer. Donc, juste pour rappel, vous allez dans MX Suite, ensuite, vous cliquez sur MX Suite, cliquez sur priorisation, et puis là, dans la colonne de gauche, vous cliquez sur Case Studies. Puis ça va être le cas Max Cylinder que vous allez pouvoir cliquer sur le PDF, lire le PDF, et à 16h15, on pourra se retrouver pour échanger sur ça. Est-ce que ça vous va? OK pour moi. OK. D'accord. Donc, Bilal aussi, Bernard, Fac. Alors, je vous laisse y aller et puis moi, je vais tout simplement, je vais vous entendre aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à sonner ou simplement à parler, me dire si vous n'arrivez pas, je sais pas, à télécharger le document de la plateforme ou quoi que ce soit. Donc, le but, c'est tout simplement de faire une lecture et d'avoir une discussion sur ce cas-là. C'est bon? Donc, on se retrouve dans 45 minutes. Voilà. Et puis, on va y aller, on va avancer. Donc, peut-être voir vos impressions au départ. Qu'est-ce que, quel est votre feedback, peut-être le processus, les données que vous avez
avec lesquels vous pouvez faire des liens avec le Triax, par exemple, qui est l'outil là, de priorisation. Peut-être décrire le cheminement. Je ne sais pas si Bernard, je sais que vous n'avez pas pu nécessairement arriver avec des conclusions très. Il faut mettre beaucoup de temps, mais en tout cas, l'idée de discuter autour du cas et puis de l'outil Triax pour ça. Soit Bernard ou Fab, Où est-ce qu'on laquelle? Oui. non, Jean-Paul, où est-ce qu'on retrouve la méthodologie Triax? Ah, ben c'est OK, dans les slides de Steven. Sinon, si vous allez sur le site, vous pouvez télécharger aussi l'outil là, que je vais vous montrer tout à l'heure pour savoir, pour pouvoir prioriser mais sinon, dans les slides si je vous montre, juste ici, je vais juste ici ouvrir quelque chose ici. Alors, je vais vous montrer à l'écran. Donc, le triaxe, voilà. Donc, vous voyez le triaxe ici, on a donc le triaxe, on a Parfait. les deux axes. Tout Donc, à fait. voilà. Donc, le potentiel, c'est ici, c'est la ligne qui part d'ici, qui monte. Ça, c'est le potentiel. Puis ça, c'est le ticket d'entrée. Et donc, le potentiel, au fond, c'est de trouver pour chaque option. Ici, c'est par exemple télescopique Canada. Ici, cylindre télescopique Canada, parce que c'est en rouge, c'est. Et ici, c'est les Rod Cylinder, ARC, Argentine. Ici, c'est télescopique Argentine. C'est les trois options qu'on a. Donc, il y en a deux en Argentine avec Rod qui est une tige. Ici, c'est télescopique, donc c'est pour les déneigeuses. Ici, c'est pour les autres types de semi-remorques ou les camions qu'on appelle les tipper trucks. Alors, le potentiel, c'est tout ce qui a trait comme information à la taille du marché. Tendance, c'est une évolution à court terme qui est liée au cycle économique, par exemple. Le pouvoir d'achat, il n'y a pas beaucoup d'informations. L'information qu'on a, ça a trait aux stratégies de pricing dans le marché. Comme un endroit, je ne sais pas si vous avez pu voir, on parle de stratégie basée sur la concurrence et un autre, c'est stratégie basée sur le value pricing. Value pricing, ça veut dire que on va chercher de la valeur plus qu'essayer d'avoir le meilleur prix. Donc, ça donne une indication de propension à payer qui est plus grande que dans d'autres pays. Donc, ça s'est vu au Canada. Et la pérennité, ça, c'est l'information où il n'y a pas vraiment de données là-dessus dans le cas, mais on peut faire, comme je dis souvent aux participants, je dis, vous pouvez mettre des hypothèses. Dans notre cas, nous, dans la réalité, ce qu'on avait comme information, parce que la pérennité, c'est pas lié à la tendance à court terme sur le cycle économique, c'est lié au cycle de vie du produit. Donc, si on est au début de l'introduction du produit dans la catégorie de produits, on sait que ça va probablement durer longtemps, alors que si on est à la maturité, ben, il reste moins de temps, là. Donc, dans notre cas, nous, dans le domaine des déneigeuses, par exemple, c'était essentiellement toute la question de l'environnement, qui est un sujet important parce il y a de moins en moins de neige, en tout cas qu'on constate au Canada et aussi dans les pays du Nord, en Europe, qu'il y en avait il y a 25 et 30 ans. Et est-ce que c'est à long terme? Ça reste du très long terme, mais c'est un facteur qu'on peut tenir compte. Alors que ticket d'entrée, ben, c'est tout ce qui a trait aux différents types de coûts pour accéder au marché, pour rester dans le marché, l'adaptation, homologation des produits, etc. Il y a quelques informations là-dessus dans le cas. Souvent, c'est des indices qu'on donne comme information. Les risques aussi, il y a de l'information sur les risques. La rivalité, quelques informations sur les différents joueurs qui sont là, la compétition, la structure du marché. Et les conditions du terrain, c'est
C'est tout ce qui est l'environnement légal, l'environnement d'affaires, si on veut, du marché. Donc, il existe souvent des statistiques qu'on utilisait avant, mais ça n'existe. Comme vous voyez dans le cas, il y a la donnée ou l'indice qui s'appelle, ça vient de Doing Business, ça vient de la Banque mondiale, mais ce n'est plus publié aujourd'hui, ça s'appelle Doing Business. C'est un indice de facilité de faire des affaires, Ease of Doing Business. Puis chaque pays a un rang. Plus le rang est proche de 1, plus c'est facile de faire des affaires dans le pays. Donc, le, on va dire le Danemark, comme souvent Singapour et puis Nouvelle-Zélande, sont souvent les 3 premiers. Et le dernier, euh, c'est souvent la Somalie ou des pays où c'est très difficile de faire des affaires. Donc, c'est un indice composé. Fac, tu as une remarque, question. Peut-être plus une remarque que autre chose. C'est pourquoi ce type de choix par rapport à la pérennité, par rapport au produit et pas par rapport au marché. C'est ça, c'est le produit par rapport au marché. Mais pourquoi ce type de choix par rapport au produit et pas du tout par rapport au marché en termes de pérennité? C'est-à-dire, c'est pas l'un ou l'autre. C'est le produit par rapport au marché. C'est le produit dans le marché. C'est à quel stade on est dans ce marché-là. Si on est au début du stade du cycle de vie, en introduction, on peut espérer que ça va durer plus longtemps. Mais c'est différent d'un type de produit à un autre. C'est en fonction de la catégorie de produit. Parce que enfin, si je comprends bien, c'est, on va dire, la taille, la tendance, pouvoir d'achat, c'est par rapport au marché. La taille du... Dans le paradigme, oui, par rapport à la pérennité, c'est pas par rapport au marché, c'est par rapport au produit. c'est le produit dans ce marché-là. Oui. Mais comme le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat pour ce produit-là, ou c'est la propension à acheter aussi. C'est pas juste le pouvoir d'achat. Ça peut être la propension à acheter ce produit-là dans ce marché-là. D'accord. Le marché, c'est un peu, comment dire, c'est la demande, en fait, c'est l'offre et la demande, là, mais c'est par rapport à ce, comme la tendance, c'est la tendance de ce marché-là à acheter ce produit-là. Est-ce que ça monte, ça descend? Donc, c'est plus à ce niveau-là. C'est bon? D'accord. Pérennité, c'est plus une notion de temps, là. Est-ce qu'on va. C'est le temps, Il y a un potentiel. mais c'est juste qu'il faut faire la différence entre la tendance, parce que la tendance, ça a plus trait au cycle, aux variations à court terme, court ou moyen terme, si on veut. Tandis que la pérennité, ça a plus trait à est-ce que ça va durer longtemps, au fond, ce party-là ou ce type de produit-là, avec aujourd'hui le raccourcissement des cycles de vie des produits, ben, c'est un facteur là, qu'il faut regarder plus attentivement parfois. Donc, si on dit on se lance dans le domaine de la programmation, ben on sait qu'avec le no-code aujourd'hui, on peut développer plus rapidement. On se rapproche de la maturité dans tout ce qui concerne la programmation. Euh, Puis avec l'intelligence Hmm. artificielle, les programmeurs on en avoir moins de besoin. Alors que si on est dans ce qu'on appelle un autre domaine dans lequel on est, c'est le Battery Energy Systems, Storage Systems. Ça, on est en introduction, tout près de la croissance. On traverse bientôt la croissance, mais on sait qu'on en a pour longtemps. Tout ce qui est énergie, stockage d'énergie, de batterie, il y a beaucoup à faire. Ça peut durer longtemps. C'est difficile de mettre, par contre, un nombre d'années associé à ça, dans tous les cas. Ensuite, ben, c'est ça. Donc, ticket d'entrée, le côté, ce qui est bien, c'est que c'est plus facile à trouver. Bon, c'est les coûts pour faire ci, pour faire ça. C'est souvent des données publiques. Le risque aussi, il y a toujours des institutions qui publient les risques payés, etc. La rivalité, ben, il faut savoir qui sont les joueurs, combien il y en a, comprendre la structure du marché. Et pour ça, on utilise déjà des grilles qui existent comme Porter a développé une grille qui s'appelle les 5 forces. On utilise ça aussi pour comprendre l'intensité concurrentielle d'un marché. Les conditions du terrain, c'est l'environnement d'affaires. Est-ce que c'est facile d'y faire des affaires?
Là, donc, on utilise aussi l'outil de la Banque mondiale qui est la Ease of Doing Business. Et quand le pays, par exemple, dans le cas ici, c'est une entreprise française, quand elle a un accord déjà de libre-échange avec le pays en question, on va dire avec l'Argentine, le Canada, ça réduit le ticket d'entrée. Donc, comme vous avez pu voir, dans le cas du Canada, est en vigueur, c'est le CETA. L'Argentine, l'accord n'est pas encore en vigueur. Donc, il y a un avantage, si on veut, ou c'est plus facile en tout cas, parce que le ticket d'entrée, c'est la facilité là, de faire des affaires dans le pays et c'est plus facile là, de faire des affaires avec le Canada qu'avec l'Argentine. Donc, ça joue un peu. Et ça dépend toujours du type de produit ou de l'offre de l'entreprise finalement. Donc, ça, c'est les différents paramètres. Et nous, ce que ça a donné, c'est que pour le Canada, les cylindres télescopiques se retrouvaient ici. Il n'y avait pas un aussi grand potentiel que les cylindres tiges qu'on appelle les rod cylinders en Argentine, mais c'était beaucoup plus facile ici parce que le ticket d'entrée est plus faible d'être au Canada que d'être en Argentine, même si le potentiel pouvait être plus grand en Argentine. C'est difficile d'y pénétrer. La taille du marché est peut-être plus élevée, mais c'est plus difficile d'y accéder. Et ici, les cylindres télescopiques, c'est pour les déneigeuses, là. Donc, en Argentine, c'est beaucoup plus faible comme marché, puis plus difficile d'y entrer. Donc, ils tombent carrément dans la potence ici, ce qu'on appelle la potence dans la zone en bas à droite. Et donc, à partir de ça, ce qui n'est peut-être pas dans les slides, mais que je pourrais vous les ajouter, c'est qu'il y a associé à chaque zone, il y a des types d'actions qu'on peut envisager. Qu'est-ce qu'on fait si on est dans cette zone-ci? Qu'est-ce qui est envisageable dans telle zone? Donc, évidemment, nous, ça nous aide après de savoir comment on planifie, quelles sont les actions qu'on peut envisager en termes de développement des affaires, si on est ici, si on est là, là ou là. Et puis, le but, c'est pas juste de savoir quelle action, mais aussi c'est de pondérer les efforts en fonction de la priorité. Et puis, peut-être que si vous voulez voir, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne en termes. Alors, Puis j'imagine aussi que si on y va directement ou si on utilise un licencié, on est capable de changer, comme si, par exemple, le ticket d'entrée coûte cher. Mais oui, si on passe par un local, peut-être que le ticket d'entrée ne coûte rien. Puis... exactement, exactement. C'est ça, c'est là que, ben, c'est dans la pratique, on a constaté qu'effectivement, si on change de mode d'entrée, ben, la priorisation est différente. Et c'est pour ça qu'on dit souvent aux Ouais, entreprises, écoutez, on sait que vous vous exportez tout le temps, puis vous ne faites que ça, mais ça vaut peut-être la peine de regarder d'autres modes d'entrée. Il y a peut-être un accord de licence, il y a peut-être une franchise, dépendamment, ou une alliance stratégique que vous pourrez envisager qui va faciliter. Vous allez rentrer plus rapidement. Le temps aussi, c'est un facteur important. ouais. Je vais prendre le cas d'une entreprise, je peux mentionner le nom parce qu'on a l'autorisation. C'est une entreprise québécoise qui s'appelle Anderson. Ils fabriquent des équipements agricoles et puis ils sont basés à Chesterville, Québec, qui est tout près de Victoriaville. Et donc, étant donné que c'est très saisonnier, des équipements agricoles, et ils ont eu l'idée de diversifier dans l'hémisphère sud, de sorte que les saisons, ils vont pouvoir continuer à fabriquer, si on veut, l'hiver et puis l'été, et ne pas congédier ou mettre à pied le personnel. Parce que ça, c'est un problème. C'est difficile de les revoir quand tu les as mis à pied pendant 6 mois. Et donc, ils se sont dit, ben, pourquoi pas regarder l'Argentine comme marché. C'est pas bête. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder pas juste l'Argentine, mais ce qu'on appelle le cône sud des Amériques, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, Paraguay et puis Chili. Puis on a analysé ça. Et puis oui, l'Argentine c'était intéressant. Je vais juste voir où est-ce que, je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez à l'écran en ce moment. Est-ce que vous voyez Ouais, toujours, vous voyez toujours le même. Ton style. OK, bon. Je vais juste retourner là pour vous montrer. Alors, donc l'Argentine, pour le produit en question, euh, l'Argentine, pour ses équipements agricoles, arrivait à peu près ici.
où mon point rouge est, où c'était difficile quand même parce que c'était pas au Canada. Le Canada, c'est plus nationaliste, protectionniste, si on veut, mais un bon potentiel. Il y avait un autre pays juste à côté, qui est l'Uruguay, et plus petit, en fait, c'est 10 fois plus petit. Donc, le potentiel était beaucoup plus faible, mais le ticket d'entrée était beaucoup plus faible parce que la compagnie, en fait, avait des liens familiaux avec une entreprise dans le même secteur à Montevideo, en Uruguay. Et donc, ça a été par là qu'on a commencé, en fait, que l'entreprise a commencé à faire des affaires. Puis parce qu'ils étaient à Montevideo, en Uruguay, c'était presque automatique d'entrer parce que les réseaux traversent les frontières et puis dans ce secteur-là. Et puis, le fait d'être entré en Uruguay en premier, ça a accéléré leur entrée, leur pénétration du marché argentin. Dans un deuxième temps, ça a été plus rapide de faire un détour par l'Uruguay que d'essayer de rentrer directement en Argentine. Donc, ça facilite, si on veut, les stratégies. Du moment qu'on connaît donc les niveaux de priorisation, puis pour faire ça aussi, l'entreprise a dû, on a dû faire un Chrome pour savoir, dans l'héritage, dans les relations, qui est le réseau, où est-ce qu'ils sont connectés et tout ça. Puis ça nous a permis de, OK, bon, pourquoi on n'envisage pas ça? Et puis, ça a permis effectivement faire c'est un peu comme un jeu d'échecs, hein. Parfois, tu ne peux pas faire l'échec et mat du premier coup. Ça va prendre quelques déplacements de pièces là, pour faire ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou à ta remarque. Alors, je vais aller montrer dans qu'est-ce que ça a donné. Ça, j'ai utilisé ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'écran dans le site de la plateforme, là. Ouais. Voilà, donc ici, c'est Canada télescopique. Voilà. Ensuite, 2, c'est antichambre. En fait, antichambre, là, je viens de le faire rapidement. L'antichambre était plus élevé. Il était à peu près ici. Mais il était, en fait, exactement entre le tremplin et l'antichambre. Ici, n'était pas complètement dans l'antichambre. Et puis, ici, se retrouvait là, les cylindres télescopiques en Argentine. Donc, c'était le Canada sur lequel concentrer. Puis l'information aussi qu'on avait, c'est que l'entreprise française euh, était intéressée aussi à développer le nord de l'Europe. Et puis, étant donné que les partenaires canadiens à qui ils étaient pour vendre, ils étaient déjà en contact avec les pays scandinaves, ben, ça devenait, c'est un élément de plus qu'ils pouvaient considérer qui agissait sur le potentiel, si on veut. Donc, on peut évidemment tenir compte de tous ces facteurs-là, là, souvent qualitatifs, quantitatifs, mais aussi qualitatifs dans cet esprit-là. Voilà. Donc, juste pour vous montrer un peu, euh, je ne sais pas si je peux vous donner un peu une idée de ça. Si vous voulez utiliser la plateforme, donc en premier, c'est de rentrer des renseignements ici. Et puis, voilà, vous avez Create a Product. Et moi, j'ai déjà créé les produits ici. Donc, Rod Cylinders, Telescopic Cylinders. Ensuite, vous entrez le marché. Vous avez un menu déroulant avec les différents pays. Et puis, si vous voulez, vous pouvez écrire un segment. Et ici, moi, je n'ai rien écrit, mais ça peut être, par exemple, ça dépend du secteur, ça peut être résidentiel, commercial, quoi que ce soit. Et vous ajoutez à chaque fois un produit marché. Donc, c'est une Ouais. démo en Ça, ce c'est moment. B2B. Dans mon cas, c'est B2B. Toi, c'était B. Dans ce cas-ci, c'est B2B, ouais. Mais vous pouvez rentrer ce qui est, ça peut être, par exemple, vous vendez des portes. J'ai un client qui s'appelle Novatech, que tu connais probablement, et dans le QG100. Donc, Ouais. ils vendent des portes dans le B2B, ils vendent des portes dans le B2C. Donc, c'est deux segments, c'est deux options différentes. Et puis, on peut choisir, dans ce cas-ci, ce serait produit, ce serait des portes, euh, un pays ici, et puis segment B2B. Un autre, ça va être la même chose, mais segment B2C. Et ça peut être des fenêtres aussi, hein. Donc, vous voyez, ça donne ces possibilités-là. Puis là, une fois que c'est créé, il apparaît ici. Puis une fois que ça, c'est créé, vous pouvez aller sur ici,
Et puis, vous avez une échelle ici pour le potentiel et pour le ticket d'entrée. Puis, vous entrez les valeurs. Ici, la taille du marché, ça vaut 7 sur 10. Tendance du marché, ça vaut 7 sur 10. Ici, 8 sur 10, 5 sur 10. Puis le ticket d'entrée, alors il y a coût, risque, barrière concurrentielle et conditions d'environnement d'affaires. Encore une fois, 6 sur 10, c'est basé sur de l'information qu'on doit évaluer évidemment, parce que c'est jamais écrit malheureusement dans le ciel. Il faut faire une analyse préalable et puis porter un jugement sur la valeur sur 10. La meilleure façon de faire ça, moi je dis, au fond, c'est de relativiser. Et c'est ça qu'on veut. On veut relativiser surtout. Donc, c'est bien de partir avec son marché actuel. Et puis, à partir, ça devient comme un ancrage. Et à partir de là, on peut relativiser et de dire, bon, ça, par rapport à ce marché-là, ça vaut tant, etc. Là, vous avez aussi, à droite, vous avez une autre colonne, c'est écrit pondération. Moi, j'y touche pas souvent, mais c'est quand l'entreprise dit, par exemple, écoute, dis moi, ce qui compte pour moi, c'est pas la pérennité, c'est le pouvoir d'achat. Alors, je peux monter de 25 à 35 ici, mais ça, il faut que je le réduise à 15 pour que ça puisse balancer, là, pour que ça donne 100 au total, finalement. Mais sinon, en général, si je n'ai pas assez d'informations de la part de l'entreprise qui veulent, je laisse ça à 25 partout. Voilà, pour que ça puisse balancer. Puis, donc, c'est juste permettre d'être un peu plus fin dans l'analyse, évidemment, dans la mesure où on a l'information pour le faire. Voilà, donc c'est ça. Et une fois que c'est fait, je sauvegarde l'information, ça nous amène ici, et puis je peux aller voir les résultats en cliquant ici, ce que ça donne. Voilà. Et puis, voilà. Et ce qu'on va ajouter à ça éventuellement pour ceux qui vont être logués, qui vont être abonnés à ça, comme les certifiés, c'est si on est ici, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer? Qu'est-ce que ça pourrait proposer ou préconiser en termes d'action, en termes d'investissement, etc. Donc, il y a plus d'informations auxquelles on va avoir accès. Voilà. Donc, c'était pour vous faire part de ça. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques particulières, ou s'il y a des choses qui manquent là, comme que j'aimerais que vous aimeriez que je partage. Non, mais là, ce que je comprends de ceci, c'est que c'est une analyse statique, grosso modo, quel que soit le mode de conquête du marché. Après, on analyse plus finement le mode de pénétration. Exactement, exactement. On l'a fait exprès ici pour ne pas Oui, ajouter le mode d'entrée. On ne voulait pas le rendre trop complexe parce mais c'est qu'il parfait. est utilisé comme démo en ce Ça, moment. ça permet de pédaguer. Oui, Ouais. non, je trouve ça très Et, bien. mais le certifié, il va avoir accès à, ça va être plus élaboré que ça. Et puis, on va entrer de l'intelligence artificielle de sorte qu'il va y avoir des suggestions. Il n'est pas obligé de prendre, mais il va y avoir des suggestions compte tenu de la réalité de l'entreprise, de son Chrome, de l'environnement et tout ça, de la base de données. Euh, ça va faciliter son travail finalement. Il y a toutes sortes d'aspects Parfait. légaux aussi qu'on va pouvoir parler. Là, le but, c'est d'affiner l'outil, puis de rendre la tâche plus précise, donner les meilleurs résultats plus rapidement. Alors ça, c'est un autre, à part le Chrome. Je ne sais pas si le Chrome, par contre, vous avez vu l'outil en ligne, pas encore, Non. avec Eric. Non? OK. Alors là aussi, je vais y aller très rapidement ici, là. Si vous pouvez voir à l'écran. Donc, si vous allez vous amuser sur la plateforme, ça, c'en est un que j'ai fait très rapidement. Là, j'ai mis un nom un peu bizarre, mais vous y allez. Et encore là, c'est une démo. Ce n'est pas l'outil avec les 50 questions qu'on fait, qu'on accompagne une entreprise. C'est tout simplement un truc en ligne qu'ils peuvent tester pour voir, se donner une idée. Ça correspond à 19 questions, mais nous, ce qu'on a, c'est toutes les questions et sous-questions quand on fait vraiment le travail. Et puis, il s'agit juste de remplir ça à chaque, le C, le H, le R, vous voyez, c'est des questions différentes. Puis au total, il y a un calcul qui se fait et ça permet d'obtenir une idée de l'entreprise avec, ça ici, c'est toutes les questions puis les valeurs de chaque dimension ou chaque déterminant du Chrome. Et donc, le certifié, lui, il va avoir plus accès à, au-delà de ça, au fond, s'il est faible ici,
je ne sais pas, au niveau de offering ou des means, ou s'il est faible au niveau de compétences, qu'est-ce qu'il peut avoir comme option? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait embaucher des personnes, il pourrait former des personnes, il pourrait racheter notre entreprise avec les ressources. Donc, le but, c'est d'avoir déjà des suggestions ajoutées avec l'intelligence artificielle, autant que possible, des suggestions de quoi faire finalement. Mais ça, déjà, vous pouvez y aller puis tester l'outil en ligne. Et puis moi, je l'utilise avec des. J'étais justement à La Réunion il y a quelques semaines euh, et où ils ont pu déjà aller pour leur propre entreprise parce que j'aime qu'ils travaillent sur leur propre entreprise quand je fais une formation. Comme ça, ils peuvent avancer. Ils ont l'impression qu'ils ne perdent pas leur journée. Et donc, ils sont partis de là. Et puis, c'était plus facile ensuite pour déterminer et travailler avec les autres outils. Alors, voilà. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si sur ça, il y a des questions, mais vous pourrez aller vous amuser un peu sur ça avec des cas, soit votre propre entreprise ou et puis voir ce que ça donne. C'est bon? Alors, si vous voulez, on pourrait passer à l'autre partie, sur laquelle il reste à peu près 45 minutes, là, mais sur la planification de la stratégie internationale. Et puis, je vais juste changer aborder donc le nouveau slide deck, si on veut. Voilà. Donc, allons-y. Donc, ça devrait être, je pense, le document qui est déjà téléchargé sur la plateforme. Donc, on est rendu ici, au fond, on est dans la partie de planning. Planning, organizing. Après moi, ben, ça va être directing and controlling. Donc, après moi, un peu plus tard, après le déjeuner ou le dîner, euh, ça va être Florence Blanchet qui va parler des aspects plus techniques, là, mais de logistique, logistique internationale. Donc, ça va être des aspects, je pense que Bernard est peut-être assez familier avec ça aussi. Mais ici, c'est plus à ce niveau-ci qu'on est. On a parlé la dernière fois, si vous vous souvenez, du positionnement international. On se définit comment comme entreprise et c'est quoi l'impact sur la structure qu'on devrait se donner à l'international. Et puis ensuite, ben, il y a une Ça, c'était bien, ça. validation. Pardon? Ça, c'était bien, cet aspect-là, Oui. la structure. Puis Ça aide à savoir quelle va être la structure qui va être la plus ouais, efficace pour nous dans exact. un contexte international. Ouais. Et puis après, il faut passer à travers une revue des questions pour la validation internationale. Et puis, ce qui nous permet de revenir maintenant à la stratégie d'international. Si vous vous souvenez, j'avais dit qu'il y avait trois axes pour la croissance d'entreprise. Il y a un axe de diversification, intégration et le troisième, c'est l'internationalisation. Donc, la diversification, ça peut être diversification de produits. Donc, on a des produits existants, puis on a des nouveaux produits, donc diversifier vers les produits avec des marchés qui sont existants. Et dans ce cas-là, c'est une stratégie de développement de produits ou de services. Alors qu'ici, produit existant dans un marché existant, c'est market penetration. On fait juste croître dans son propre marché avec les mêmes produits. Mais ça peut être une diversification aussi de marché avec les mêmes produits. Ici, on parle de développement de marché. Donc, c'est une croissance par le marché ou ça peut être des segments de marché qui s'ajoutent. Alors qu'ici, c'est une diversification dans les deux sens. C'est une approche plus, qu'on dirait, conglomérale, qui est plus risquée parce que on s'éloigne plus. Il y a pas de lien ni avec les produits ni avec les marchés, surtout si on est très éloigné comme secteur. Donc, un truc qui a été développé là, par Ansoft. Voilà, donc Microsoft McDonald en 89. Donc, c'est la matrice produit marché d'Ansoft. Et ça, c'est important en international parce que dans le Chrome, ça touche à le offering, c'est la proposition de valeur. Et puis les grandes questions qu'on se pose, c'est la proposition de valeur, les produits, les services, dans quelle mesure on peut s'étirer, dans quelle mesure on peut adapter. Et puis c'est un peu une diversification quand on adapte, on change un peu la nature.
Et puis, on fait référence aussi à un autre grille ici, là, que je n'aborderai pas nécessairement immédiatement, mais c'est la grille qui s'appelle VRIO, qui aide à l'entreprise à se poser la question à savoir, est-ce qu'on a un avantage concurrentiel dans ce marché-là, pour ce produit-là, dans ce marché-là? Et pour ça, c'est un acronyme ici. Le V, c'est valuable. Valued. Est-ce que mon produit, si je prends un produit, est-ce qu'il est valorisé? Sinon, ben, on n'a pas aucun avantage. Donc, est-ce qu'il est valorisé? R, c'est pour rare. Est-ce qu'il est valorisé, mais est-ce qu'il est rare aussi? I, c'est pour inimitable. Alors, il est rare, mais il peut être imité rapidement, ben, on n'a pas d'avantage. Donc, s'il est inimitable, s'il est rare, s'il est valorisé, et puis O, c'est pour, est-ce on peut s'organiser pour, on est de façon réaliste capable de le livrer? Alors là, on a un véritable avantage concurrentiel. Donc, c'est juste une grille, encore une fois, pour se poser la question à savoir est-ce qu'on a un avantage concurrentiel. Donc, ça, c'est pour les produits, pour les services qu'on peut regarder qu'on a dans le portefeuille. Franck, oui. Désolé. Est-ce que tu peux revenir? Qu'est-ce que tu entends par est-ce que le produit, il sera valorisé? Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? Oui, alors, est-ce que ça a une valeur pour ceux à qui on s'adresse, ou c'est, comme je vois souvent des entreprises, et puis je pense que Bernard voit souvent des entreprises où on pense que ce qu'on vient de développer comme produit ou comme service, que tout le monde le veut, mais ça n'a pas de valeur. Et donc, c'est vraiment la, comment dire, c'est lié à des intentions réelles de la part des clients, hein. Donc, où c'est pas juste euh, je sais pas, un outil additionnel qu'on ajoute dans le portefeuille, mais qui n'est pas valorisé toujours valorisé par la clientèle visée. Il Pour y a ça une répond à la sorte question. de mesure à faire ou est-ce que c'est juste par le sentiment? On peut faire derrière, tu vois, on peut faire des analyses. Normalement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse de marché. Et puis, on peut voir dans quelle mesure est-ce qu'il y a des intentions d'achat, par exemple. Ça peut, même quantitativement, on peut mesurer ça. Est-ce que ça représente un intérêt pour le client? Dans quelle mesure? Et puis, on relative aussi avec d'autres produits. Donc, ça peut se mesurer effectivement. Donc, l'entreprise qui veut être sérieuse peut justement le VRIO, reposer le VRIO sur un travail de terrain, de collecte d'informations puis de traitement d'informations. Malheureusement, trop souvent, les entrepreneurs, ils vont utiliser beaucoup ce qu'on appelle en anglais le gut feeling. C'est leur intuition qui les guide. Et puis, c'est correct dans une certaine mesure, l'intuition, dans son propre marché, quand on connaît bien son marché. Mais quand on va à l'international, on connaît moins bien le marché. Donc, l'intuition a moins En fait, c'est ça, oui. de pertinence là. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de refaire les devoirs, puis d'analyser le marché. Est-ce que les clients valorisent autant, ça a autant de valeur pour les clients là-bas que chez nous? Et puis, on travaille trop souvent, les entreprises, ils mettent trop souvent l'hypothèse qui vont être perçus de la même façon et puis que ça va avoir la même valeur. Il y a un Voilà. élément, Jean-Paul, il y a un Effectivement. élément qui n'apparaît pas dans toutes tes considérations. C'est le côté narcissique de l'équipe de direction. Oui, Et, et ça, encore hier, j'en parlais à des gens qui géraient une entreprise qui avait repris. Et, et c'est toujours le facteur. Alors, oui, quand tu parles de gut feeling et quand quelqu'un ne se peut plus de lui-même et il dit, ben, c'est sûr que les gens vont aimer mon produit parce que c'est mon produit. Et donc, oui, oui, il y a cet oui, élément-là. Mais il y a tout l'élément à mobiliser les équipes, il y a tout l'élément oui. à mobiliser les ressources. C'est comme ça affecte toute l'entreprise. Ben Et oui, ça, ben oui. Je suis tout à fait pour moi, d'accord. Oui. euh, j'ajouterais un élément comme facteur qui est mortel. Y a-t-il un narcissique dans la salle? Et, et c'est Ouais. assez puissant pour dire, touche pas à ça. Ah, ouais, c'est ça. Un Qui peu de va parenthèse là. ouais. J'en ai vu. Mais c'est tout à fait pertinent. Puis en plus, je te remercie pour la remarque, la question, parce que c'est justement là notre rôle comme expert certifié MIC,
c'est que quand on fait le Chrome, par exemple, on nous donne des réponses. Mais notre rôle, nous, en tant que certifiés, c'est de le challenger, c'est de challenger l'entreprise. Et puis, disons qu'il y a 50 questions, et notre rôle, c'est de savoir ce qu'il nous dit là, est-ce qu'avec notre expérience, on peut remettre en doute, puis c'est de comparer, c'est de voir est-ce que ça a du sens ce qu'il nous dit. Et puis, normalement, quand on fait un Chrome dans l'entreprise, on ne parle pas juste à une personne, puis des fois, on peut sentir que ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. On détecte il y a des éléments intangibles qui ont quand même une importance. C'est pas parce que c'est intangible que c'est moins important. Malheureusement, c'est souvent perçu comme ça. Mais tu vois, c'est là que, en tout cas, moi, je préconise que l'expert certifié a un rôle important à jouer pour arriver à décoder ces situations-là. Beaucoup de qualitatifs d'intangibilité. Ici, c'est un autre grille qui se retrouve à être un peu comme celle qu'on vient de voir. Mais ce n'est pas sur des produits, mais sur les capacités de l'entreprise à faire quelque chose. Donc, ça a été développé un peu plus tard par Amel et Prahlad. Et c'est, par exemple, existing, new, mais ici, c'est core competencies par rapport aux différents marchés. Là, on ne voit pas, marché, oui, c'est parce qu'il était caché de mon côté, là. Marché versus core competencies. Donc, au fond, dans le Chrome, la question à un moment donné, dans les 50 questions, c'est pas tellement est-ce on a des produits qu'on peut transformer, mais avec les compétences qu'on a, avec les capacités, puis les ressources qu'on a, puis les systèmes qu'on a, quoi d'autre qu'on peut faire? Quoi d'autre qu'on peut faire qui nous amènerait à développer des nouveaux marchés? Donc, c'est un peu à ce niveau-là au niveau des moyens, genre de questions qu'on peut poser, qui peuvent nous amener sur d'autres avenues à l'international. Et ça a permis à certaines entreprises d'aller sur un nouveau marché et finalement d'avoir un produit similaire à ce qu'ils avaient prévu vendre, mais à cause du contexte du climat d'affaires et tout ça, ils ont été obligés d'inventer un nouveau produit, une espèce de re-engineering, pour inventer un nouveau produit qui s'adressait, par exemple, on parle en l'occurrence de l'Inde. Et puis, donc, ils ont pu développer un nouveau type de produit qui, finalement, à terme, qu'ils ont importé vers les marchés d'origine, les pays d'origine. Donc, ça favorise un peu. Mais ça, c'est des questions qui se posent au niveau des moyens de l'entreprise plutôt que du portefeuille de produits actuels. Je vais juste partager ça avec vous. Et il y a l'intégration. Donc, c'est quelques exemples ici de l'amont à l'aval. Jean-Paul, Oui, peux-tu revenir au précédent, là? oui. Euh, Quand tu parles des compétences, c'est des compétences que eux ont à fabriquer, que eux, des compétences pour la vente, des compétences. Oui, alors je vois ta question. Tu vas demander est-ce que c'est des compétences dans le C du Chrome? Non, c'est les compétences métiers. Et les compétences métiers, c'est dans les moyens. Donc aussi, c'est pour fabriquer ce qu'on fait, c'est là-dessus. Parce que les compétences internationales, c'est les compétences à faire d'international. Donc, c'est connaissance des Mhm. pays, des langues, etc. Je ne sais pas si c'était ça ta Parfait. question. Oui, mais je comprends que c'est dans la fabrication des produits, dans Oui, la livraison des produits, dans le service après-vente, tous ces éléments-là. ouais, qui sont liés au métier de l'entreprise, effectivement. Parfait, merci. Oui. Bon, ça, c'est l'intégration, la chaîne de valeur de l'industrie, si on veut, ou la filière, en partant d'en haut qui est finalement proche de la ressource. En bas, c'est proche du consommateur final. Et puis, c'est juste pour donner quelques exemples d'entreprises ici, mais c'est un axe de croissance de l'entreprise. Et le troisième axe, c'est l'internationalisation qui inclut les deux, qui inclut la diversification parce qu'on peut faire une diversification de marché à l'international, mais en même temps, on peut faire une intégration en amont pour aller fabriquer ailleurs, offshoring, ou se faire fabriquer ailleurs, donc qui est outsourcing international pour simplement se rapprocher des facteurs de production qui sont là-bas et puis des avantages qu'on peut avoir du pays, etc. Donc, l'international, c'est plus complexe parce que ça inclut les deux autres axes
qu'il faut gérer en même temps, puis définir un business model qui va être compatible avec tout ça. Ça, on a vu ça, donc la dernière fois, qui nous permet de déterminer un peu le genre de structure qu'on va avoir. Je fais juste un petit rappel des éléments à tenir compte quand on décide de faire le plan. Et puis, donc, les composantes pour définir l'architecture, donc à l'international, donc la structure, les process, la structure, la culture, les personnes et d'avoir en place les systèmes de contrôle. Et là, on fait, comme vous l'avez mentionné, avec les pays qu'on a retenus, pour chacun des pays qu'on a retenus, on essaie de comprendre c'est quoi le gap, qu'est-ce qu'il faut corriger pour spécifiquement ce produit-là par rapport à la référence, si on veut, moyenne de tous les pays. Le bleu, c'est le passeport, c'est le Chrome initial ou la qualification internationale. Mais chaque pays va avoir une courbe rouge, une courbe qui va être différente ici. Puis c'est là qu'on voit là où on est peut-être plus fort ou plus faible dans le pays. On sait sur quoi on doit miser ou qu'est-ce qui doit être corrigé éventuellement. Ça aide à préparer, au fond, la prochaine étape qui est commencer à faire la planification. Et puis ici, je vais vous présenter rapidement un peu je vais vous présenter les résultats on est en train de finaliser le papier là-dessus là, tant mieux si on arrive à le publier, mais on a découvert que le fait de faire de l'international, ça va t'intéresser beaucoup, Bernard, le fait de faire de l'international, ça a permis aux entreprises qu'on a étudiées et puis qu'on a accompagnées aussi, de découvrir qu'il y a d'autres sources de création de valeur que juste la création par le profit. Le profit, donc, c'est des résultats, comme on dit au Canada, le compte des résultats, ici, on le dit en France, c'est le profit, c'est des profits et pertes. Donc, ça, c'est du moins qu'il y a un profit, ça s'ajoute, si on veut, au bilan d'entreprise. Mais il y a d'autres types aussi de sources de gains que l'entreprise peut faire, de gains intangibles et qui apportent une valeur à l'entreprise quand même. Donc, et c'est important grâce à l'international. Et c'est ça qu'on a pu découvrir. Et puis, rapidement, pour décrire un peu la démarche ou la méthodologie, euh, on a fait une enquête je ne dis pas ici, là, on a fait une enquête auprès de 71 entreprises canadiennes et françaises, donc sur plusieurs années. Et puis, parce après chaque accompagnement, on fait un an plus tard, on fait un débrief, bon, qu'est-ce que ça a donné, où on est rendu, etc. Puis, il y a des nouveaux gains qui apparaissaient depuis 2014, 2013, 2015. Ils nous disaient, ah, bon, on a pu rencontrer ou pas les objectifs, mais on a vu qu'on a gagné en ceci, on a gagné en cela. Et puis, il y avait, bon, dans l'enquête, une trentaine de définitions différentes de gains, mais qui pouvaient se résumer avec les synonymes là, en 6 termes ou concepts différents. Et pour faire une longue histoire courte, là, donc il y a 6 catégories qu'on a pu définir. La première qui est l'ingéniosité, comme on dit en français. Et l'ingéniosité, au fond, ça fait référence à tout l'apprentissage que l'entreprise a pu faire grâce à son expérience internationale, euh, le savoir-faire, même ça inclut aussi tous les nouveaux process qu'elle a pu importer et appliquer sur son propre marché domestique. Il y a plusieurs études qui mentionnent que les entreprises qui font de l'international ont une longueur d'avance sur les entreprises qui restent, si on veut, sur le marché domestique la R&D, etc. Donc, l'ingéniosité ajoutait de la valeur à l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui passe directement par le compte de résultat ou profit-perte, mais ça amène une meilleure valeur, c'est de la synergie, etc. Un autre, c'est ce qu'on connaît, là, c'est income, donc c'est le revenu qui peut être généré supérieur parce qu'on fait de l'international. On peut trouver des marchés où les consommateurs sont prêts à payer plus cher, par exemple, pour un produit que dans son propre marché domestique. Donc ça joue. On le voit souvent en marketing international. Vous voyez peut-être pour la bière Corona, par exemple,
pense que j'avais fait allusion, le fait qu'on paye au Canada un peu plus cher qu'on paye au Mexique. C'est un produit de la rue commun, courant, populaire au Mexique, alors qu'au Canada, on va payer une prime. Donc, il y a moyen de bonifier, si on veut, les résultats par des marchés où on a une propension à payer qui est élevée. Aussi, le revenu, donc c'est un gain très tangible, là, mais le revenu peut être où la valeur peut être accrue par le revenu grâce à des économies d'échelle qu'on peut aller chercher. Aussi, des dispositions fiscales plus favorables dans un marché. On peut, ça te rejoint un peu aussi, Bernard, ton activité, les prix de transfert qu'on peut organiser pour finalement, à terme, payer moins de taxes sur certains produits si on a des filiales un peu à l'étranger. Donc, il y a plein d'aspects ici qui font que le fait de faire de l'international, on peut générer plus de revenus. L'image aussi, selon toujours c'est une approche qu'on dit quand même qualitative, même si on avait 70, 71, parce que sont dans des secteurs différents, sur des pays différents. Jean-Paul, Oui, euh, l'international, ça a revenu, mais ça peut générer des pertes aussi pas mal. absolument. On parle de source ici, de création de Ouais. valeur. Voilà. C'est pas automatique. Si c'est bien géré, si les leviers sont bien Ouais. activés, sinon, un levier, Exact. ça peut aller dans l'autre sens. Alors, mais l'image, si c'est bien géré, l'image, une entreprise qui fait l'international est toujours plus sexy et ça attire les meilleurs talents. Ça ajoute une valeur à l'entreprise. C'est une source de création de valeur. La posture stratégique aussi de l'entreprise, si elle est sur différents marchés, elle voit son industrie, si elle est connectée à différents réseaux, elle a une meilleure perspective de son marché et comment ça évolue et la dynamique de son marché. Donc, par les réseaux ici, et on se réfère beaucoup aux relations formelles ou informelles qu'elle a pu créer, c'est un autre élément qui ajoute de la valeur. Sustainability, c'est la pérennité de son activité, l'activité de l'entreprise, parce qu'elle traverse différents marchés. Donc, elle peut poursuivre ou perpétuer sa croissance ou son expansion en traversant justement, en abordant des nouveaux marchés qui sont à différents stades du cycle de vie de ce produit-là pour les différents marchés. Et stability, donc ça ajoute aussi de la valeur parce que ça permet une diversification, le fait de faire l'international. Il y a toujours comme tu dis, il y a toujours des limites à tout ça. Quand on parle de diversification, ça prend quand même un minimum d'activité dans chaque pays où on est. Il faut au moins atteindre le seuil de rentabilité dans chaque pays, sinon on perd de l'argent. Donc, mais c'est une chose, on fait le lien aussi avec l'approche de gestion de portefeuille de Markowitz, où c'est lié avec la diversification, puis si on veut, quand on, quand on agrège tous les risques ou la variance, ça permet de réduire le risque globalement. Et donc, ça donne plus de stabilité à l'entreprise. Et ça peut même être, c'est pas nécessairement c'est lié beaucoup au cycle économique des différents pays, mais ça peut être lié aussi comme le cas d'Anderson, c'était lié au climat ou aux saisons, parce que ça permet de stabiliser ses employés, le fait d'être sur deux marchés et de continuer à exister ou à faire des activités. Donc, bon, ici, vous pourrez lire, c'est ajouté aussi au slide, mais ici, ça montre tout simplement que ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'il y en a qui vont pondérer, il y en a qui vont accorder plus d'importance, par exemple, à la stabilité, d'autres à la sustainability, d'autres, c'est l'image qui compte ou c'est l'ingéniosité. Évidemment, income, le revenu, c'est prépondérant dans tous les cas, c'est ça qui est. Mais quand on avait demandé l'importance relative de chaque source, c'est intéressant de voir, selon les types d'entreprises, qu'est-ce qui était plus important. Donc, vous allez pouvoir les différents constats. Encore là, c'est une approche qualitative, ce n'est pas une approche quantitative que peut-être on pourrait faire un peu plus tard, là. Mais ça donne quelques informations intéressantes pour savoir quelles questions poser quand on accompagne une entreprise à l'international. Et une autre information qui nous a été intéressante de voir, c'est que, parce que ça fait partie des questions, à quel moment ils ont constaté ce gain-là, on appelle ça souvent des gains collatéraux, au-delà
Donc, le revenu, la courbe du revenu est ici, hein. Quand on va à l'international, bon, ça coûte en premier avant qu'on traverse un seuil de rentabilité où ça devient intéressant. Puis, ça, ce sont là la littérature qui est associée à ça aussi, là. Mais on n'a pas vu dans notre cas. Ici, c'est quand tu es très, très exposé à l'international. Mais ce qui lui arrivait en premier comme gain, avant même le revenu qui est vraiment à partir d'ici où on traverse le seuil de rentabilité, où ça commence à générer du profit, ben, c'est des gains d'ingéniosité. On apprend. Les premières choses qu'on fait, c'est que parce qu'on est obligé d'ajuster un peu notre appareil productif ou la façon, les process, c'est l'ingéniosité qu'on a comme gain. Ensuite, c'est l'image. Ce qui venait après, c'est une plus grande, meilleure stabilité quand les choses commençaient à se redresser. Après, c'est la stratégie, c'est la posture stratégique et puis la pérennité à toute fin. Voilà, donc c'est que ça aide à mieux comprendre comment désormais on a comme plus de leviers à manier pour faire le plan d'internationalisation d'entreprise. Et puis derrière ça, ou associé à chaque gain potentiel ou source de création de valeur, il y a des actions concrètes qu'on avait demandées. OK, vous parlez de stabilité, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous devriez faire pour avoir plus de stabilité? Pour avoir une meilleure ingéniosité, ça implique quoi? C'est d'acheter ou de signer des accords de licence pour avoir accès à un know-how ou à des processus, ou etc. Donc, il y a des actions concrètes derrière qui méritent effectivement de fouiller, d'aller plus loin avec une prochaine étude, là, mais ça nous met sur des bonnes pistes pour mieux savoir comment planifier désormais faire un plan d'internationalisation. Alors ici, c'est quelques exemples ici justement que vous voyez en très très petit là, mais vous allez pouvoir avoir accès à ça, ce qui ressort si on veut, de la recherche des actions qui ont été mises de l'avant ou qui ont été suggérées pour favoriser l'atteinte d'un ou l'atteinte de l'ingéniosité des différents gains qu'on voit à droite, income, image, sustainability, etc. Donc, c'est une courte liste à partir de ce qui est ressorti de la recherche. Et puis voilà. Donc, J'ai une question, Jean-Paul. oui. Moi, j'aimerais ça être, pas associé, mais pouvoir m'appuyer là-dessus pour encourager les entreprises à être plus actives au niveau international. Et je trouve que c'est génial de pouvoir mesurer comme ça les autres sources de Ah, oui, valeur. oui, absolument. Et puisque Comment on quand fait? j'avais présenté ça, la première fois, ben là, il y a des gens ce qu'on appelle le dispositif français ici à l'Expo, ils se sont dit, ah, finalement, il y a autre chose que juste parce que on sait, hein, quand ben, tu es, dans le domaine, tu travailles pour la vente d'entreprise, il n'y a pas juste le chiffre qui compte, parfois il y a une valeur dans les actifs qui sont intangibles, et ça a une valeur. Et puis, tant mieux, tu sais, le goodwill qu'on dit ou tout ça, ça a une valeur. Alors, et c'est pour ça que des fois, on voit des entreprises qui ont lancé une entreprise qui a été lancée, qui est capitalisée à des dizaines de milliards et puis qui n'a encore jamais fait de profit. C'est parce qu'il y a autre chose. Et puis, l'international permet justement de générer ces autres éléments d'actifs intangibles-là. Et puis, c'est là que le droit est important parce que comment justement arriver aussi à protéger ça et puis j'ai écrit un article Voilà. justement dernièrement pour la revue française de comptabilité où je parle justement en très peu en 2 pages seulement de ça parce que les comptables, ça les intéresse beaucoup là, parce que ça rajoute la valeur au-delà du revenu net là. Mais il y a beaucoup à faire, effectivement, comme tu dis, ça peut amener maintenant une nouvelle façon de planifier et puis et ça nous donne plus d'outils ou d'options, si on veut, pour faire le plan d'internationalisation d'entreprise. Voilà. Ça donne Donc, est-ce plus de que, raisons pour. oui, je pense que tu pourrais avoir beaucoup à contribuer, en tout cas, là-dedans. On pourrait se rasseoir, Moi, mais ce que je dis souvent, c'est que la valeur de l'entreprise est beaucoup plus basée sur l'immatériel que le matériel. Et dans ouais, l'immatériel, il y a des contrats, mais il y a aussi des brevets, des choses comme ça. oui, Et puis,
la valeur aussi dépend de celui qui met un prix. Alors, si c'est une entreprise technologique qui travaille sur des facteurs EBITDA beaucoup plus hauts que si c'est une entreprise manufacturière ou qui, elle, est moins basée sur la technologie et moins basée sur des grandes marges de valeur ajoutée et donc Ouais. va donner une valeur moins grande à une entreprise. Elle va pas regarder tout le potentiel, etc. Ouais, c'est sûr que c'est propre. C'est tout dépendant des secteurs dans lesquels on se trouve, hein, le type de valeur qu'on peut retrouver. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas ignorer les autres sources que j'appelle par l'international. Nous, on l'a vérifié là, par l'international. C'est pour ça qu'on appelle ça les gains collatéraux de l'international, à part les gains financiers. Il y a des gains extra-financiers aussi qu'on peut tenir compte dans la valorisation de l'entreprise. Alors, donc, c'est du pain sur la planche encore pour affiner encore la stratégie d'internationalisation. Je ne sais pas si, Falk, tu as quelques questions ou remarques? Si je peux me permettre de faire une petite remarque. Oui, Moi, je pense, donc, pour l'ingénierie, je pense faudrait éventuellement y réfléchir s'il n'y a pas aussi tout ce qui est culturel dans l'approche à mener. Parce que d'une manière générale, des entreprises restant du nord de l'Amérique vers l'Europe et la même chose, je sais pas, des entreprises de l'Europe vers le nord de l'Amérique ou vers le sud de l'Amérique, ou on peut rapprocher aussi tout ce qui est l'Asie et après aussi tous les pays en Afrique. oui, Je pense qu'il y a aussi une approche culturelle. Après, il y en a un qui est, enfin, deux personnes, c'est entre autres, c'est Hofstede. Il me oui, semble-t-il, oui, ça pourrait être intéressant au moins de dire, regardez, oui, oui, je parce pense que que, l'approche, en fait, ce n'est pas une approche mondiale qui est de la même. oui, parce que tu vois, l'échantillon qu'on a utilisé, c'était des entreprises françaises et canadiennes. Donc, il y a beaucoup à, tu sais, il faut valider, faut aller sur des marchés, tester sur d'autres marchés parce que ça peut être perçu différemment, hein. Alors, effectivement, puis bon, Hofstede a développé déjà beaucoup Après, c'est ben, peut-être il y a pas de la grosses meilleure bases de données. référence, mais c'est, on va dire, en culture, la référence jusqu'aujourd'hui, mais c'est peut-être pas la même. Mais Oui, oui, oui. Alors, non, écoute, il y a beaucoup de kilométrage à faire avec ça, je pense, sur d'autres. Mais nous, tu vois, on peut déjà l'utiliser ici parce on se dit, on peut se permettre de poser des questions à ce sujet-là à l'entreprise. Et puis, c'est ce qu'on a toujours fait, hein, du moment qu'on avait quelque chose. On n'attendait pas 15 ans avant de valider que ça soit admis par la littérature. non, On- Jean-Paul, il n'y a pas de mise en question. Il y a Oui, pas de mise oui, en oui, tout à question. fait. Mais Après, j'essaie de me j'ai bien mettre compris. dans la peau, dans une entreprise allemande, dans une entreprise, je sais pas, au Maroc, Oui, avec c'est sûr. ces choses-là. Il y a encore matière, je pense. Mais après, sur tout le Oui, reste, oui. Non, non, ça tout va. à fait, parce que si, tu sais, si on va en Asie du Sud-Est, même en Afrique, hein, même en Afrique du Nord, je pense que Bilal n'est pas avec nous maintenant, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut connaître effectivement ce qu'il y en est. Et on continue à apprendre toujours. Et nos outils évoluent dans le temps, s'affinent. Et puis peuvent changer un peu pour être vraiment applicables sur le théâtre des opérations. Et c'est ça qui est le principal, puis ça donne une valeur, si on veut, aux décideurs. Ça apporte quelque chose de plus. Et c'est pour ça que c'est ce que je m'attends. Je m'attends à ce que ça puisse être enrichi, ça puisse se transformer, hein, différemment. Et parfois, ce qu'on voit souvent, c'est que dans le concept, il y a des rubriques qui vont probablement changer de nom pour inclure d'autres
concepts, si on veut, ou d'autres notions, compte tenu de ce qu'on va réaliser soit en études ou soit de façon empirique sur différents marchés. Alors, mais c'est une bonne remarque, je te remercie. Alors, voilà. Ben, écoutez, si vous voulez, on peut même mettre un terme. Je pense qu'on est rendu à la fin ici. Et puis après, on va entrer en haut. Ici, on va parler d'aspects beaucoup plus pratiques, là. On va parler de la logistique avec Florence. Après, moi, je vais enchaîner, je vais revenir et je vais parler d'un autre outil qu'on est en train de développer, qui est très appliqué. En fait, c'est un outil en marketing vente internationale. Donc, je vais aborder avec vous. Ça va se terminer ce soir, donc ce soir, en fait, ou cet après-midi pour le Canada. Et demain, donc, ça va être le dernier module et on va commencer avec un aspect qui est de plus en plus, dont on parle en tout cas en France de plus en plus, qui est une réalité qui est importante, c'est euh, on dit ici souvent l'exportation collaborative, mais j'aime mieux dire l'internationalisation collaborative. En fait, c'est la collaboration dans la façon de faire de l'international, collaboration entre les entreprises. Euh, Bernard, on connaît bien au Canada un groupe qui s'appelle le QG100. Nous également, c'est un peu cette démarche-là qu'ils ont empruntée pour faire l'international. Donc, ça va être intéressant demain avec Jean-Christophe Gessler qui va parler, qui est le spécialiste de ça en France, qui va pouvoir nous en parler. Il connaît le QG100, il a rencontré justement Henri-Paul Rousseau, qui est le cofondateur du QG100, donc on a eu l'occasion de le rencontrer. Et après, on va finaliser demain, dernière partie, sur la communauté MX, donc les certifiés MX, où on va, comment on peut faire, avoir aussi votre feedback sur tout ça, puis vos idées pour continuer à avancer. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, de remarques, on pourrait prendre une pause là jusqu'à heure de France, 18h30. Et puis, on reprend pour le dernier stretch cet après-midi. C'est bon? Parfait, mais merci beaucoup. Très bien. Tout à À tout l'heure, à ouais. l'heure avec l'autre lien Merci. pour tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao.